dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur, un créatif ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco et envers du décor. Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon allez si quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Je crois que ça doit bien faire 1 an que nous devions nous rencontrer avec Fabienne Nominet, beaucoup plus connue sous le nom de Nomibis. Nous voilà enfin réunis à l'hôtel Panache. Derrière Nomibis se cache une antiquaire, une décoratrice et un compte Instagram incontournable qui met en scène ses trouvailles et ses trésors. L'occasion donc d'en savoir plus sur l'envers de ce beau décor. Bonjour Fabienne. Bonjour Hortense. Alors, ça m'a fait presque bizarre de dire Fabienne Nominet parce que qui est ton nom de famille, tellement on te connaît toi sous le nom de Nomibis. On dit Fabienne de Nomibis. Ça vient d'où Nomibis ? Alors c'est très très simple, il n'y a pas du tout de référence, on m'a souvent demandé ça, s'il y avait une référence d'une quelconque déesse grecque derrière ce nom, pas du tout, c'est tout simplement la contraction de mon nom de famille et du nom de famille de mon mari, donc Nominet et Bisson, Nomibis, voilà. Alors on a eu les idées un peu courtes sur ce coup-là, mais en même temps, bon, c'est vrai qu'on est un duo, un couple et un duo, et c'est vrai que ça nous a paru en fin de compte assez judicieux de travailler comme ça avec nos deux personnalités, voilà, ouais, très simplement. Alors comment tu définirais, je sais jamais, comment tu définirais ton métier ? C'est antiquaire, brocanteur, c'est la même chose Alors tout ça, ce sont souvent d'anciennes guéguerres intestines entre les uns et les autres. Je crois que ce clivage-là, en fait, entre cette terminologie, là, peut-être un peu obsolète, en fait, c'est un métier qui a tellement des facettes différentes, et donc autant de terminologie, j'ai l'impression. Je pense que ce clivage-là, cette différence, elle est aussi historique, parce qu'en fait, originellement, l'antiquaire était celui qui avait plus de connaissances, on va dire, et qui était capable de porter un diagnostic sur l'authenticité d'un objet, d'un meuble, comme une certification, en fait, une expertise. Tandis que le brocanteur, lui, vendait sans garantie de provenance, de matériaux, d'époque, voilà. Ça vient de là, en fait. Bon, maintenant, avec toutes les facettes qu'offrent ces métiers, on peut être brocanteur, antiquaire, chineur, galeriste, ensemblier, décorateur, scénographe, j'ai envie de dire. Et en fait, c'est la trajectoire qu'on a envie de donner à son métier qui prime. J'ai envie de dire, moi, je dirais que je sélectionne, j'achète et je vends des objets et du mobilier ancien qui me plaît, que je trouve intéressant. Voilà. Après, l'appellation, à vrai dire, je crois qu'on s'en fiche un petit peu. Aujourd'hui, on s'en fiche un peu. Enfin, en tout cas, moi, je m'en fiche totalement. Alors, comment t'as lancé Nomibis ? Quelle est l'histoire ? Alors, ça fait à peu près 20 ans que je fais ce métier, qui a évolué. Enfin, j'ai eu plusieurs façons de l'exercer. Nomibis, le nom, la marque a 10 ans à peu près. En fait, j'ai commencé, on s'appelait Nominet Bisson Antiquité, avec les deux noms à l'époque. Et enfin, j'ai commencé tout seul et mon mari m'a rejoint. Et après, on a voulu donner une trajectoire un peu différente, après de nombreuses années en boutique et au Puce de Saint-Ouen. Et avec cette envie de travailler différemment, avec un art de vivre un peu plus global, en montrant des choses plus in situ. Et donc à cette époque-là, on a créé notre propre site. Et c'est à ce moment-là qu'on a appelé la chose Nomibis. Voilà. Ouais, d'accord. Tu as travaillé donc d'abord avec des boutiques physiques ? Alors, même avant les boutiques physiques, j'ai commencé en faisant des déballages, simplement, sans boutique, avec simplement un camion, pendant quelques temps. Et puis après, sont venues les boutiques, donc, et notamment 15 ans au marché Paul Bert, au Puce de Saint-Ouen, et une boutique à Reims, dans la ville dans laquelle on vit. Voilà. Et donc là, c'est complètement différent ? Alors maintenant, c'est complètement différent. C'est vrai que de travailler
essentiellement en ligne, ça a révolutionné complètement la façon qu'on a d'exercer notre métier. Un site et le compte Instagram, donc c'est vraiment, ça a été très nouveau. Bon, ça l'est encore parce que c'est quand même une façon très différente de faire ce métier qui normalement était plutôt physique. Maintenant, c'est une boutique ouverte sur le monde 24 heures sur 24 et ouverte vraiment sur le monde entier. C'est très différent de ne plus avoir ce rapport physique. C'est des tenants et des aboutissants vraiment différents. Ouais, donc le monde des antiquaires a évolue doucement dans ce sens-là. Parce qu'on peut avoir une image un peu archaïque. C'est vrai. On a cette image-là parce que aussi c'est un métier qui historiquement se veut un petit peu confidentiel. Enfin, il y a un secret autour de tout ça. Il y a une confidentialité. Il y a un truc entre guillemets élitiste qui ne l'est plus, mais ça s'est bien démocratisé de toute façon, et tant mieux. Mais effectivement, alors il a évolué parce que justement les méthodes ont évolué et puis parce que la vente se fait beaucoup en ligne maintenant. Voilà, c'est surtout dû à ça. Voilà. La vente a évolué, mais il y a encore Paul Bert, par exemple. Bien Donc sûr. qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, de cette évolution sur le web, par exemple ? Bien sûr, alors bien sûr, et heureusement que ça existe encore. Le marché Opus de Saint-Ouen, c'est quand même le plus grand marché au monde d'art et d'antiquité. C'est plus de 1000 marchands répartis sur différents marchés. C'est une école extraordinaire, déjà, en plus. C'est là qu'on voit passer la marchandise. C'est aussi là, vraiment, que naissent les tendances, véritablement. C'est aller humer l'air de Saint-Ouen, c'est quand même extraordinaire pour voir la marchandise. Ces boutiques-là existent toujours. Je pense que c'est bien aussi de voir ça, de privilégier ça, et aussi, ça n'empêche pas d'acheter différemment. Mais eux, quel regard ils ont, par exemple, sur vous ? Je pense, vous savez, maintenant, les marchands de Saint-Ouen, je pense que pour la plupart, ils ont aussi un compte Instagram. Ils se sont faits gentiment aux nouvelles méthodes. Après, le regard qu'ils portent sur ces nouvelles façons de travailler, je pense que ça dépend. C'est un peu générationnel. C'est-à-dire que les vieux marchands s'y sont pas forcément mis, disant que c'était foutaise ou que c'était pas une vraie façon de travailler, au regard de la tradition, on va dire. Mais dans les plus jeunes générations, tout le monde s'est mis à travailler aussi sur les réseaux sociaux, en parallèle, on va dire. Voilà. Il y a beaucoup de petites boutiques en ligne ou sur Instagram qui ont juste une vitrine comme ça et qui vendent beaucoup, des brocantes. T'en penses quoi ? Il y a de la place pour tout le monde ? C'est plus facile en fait de se lancer comme ça ? Je ne sais pas si c'est plus facile, parce que moi, je n'ai pas vécu le début par là. En tout cas, je trouve ça très positif qu'il y ait cette offre qui est un peu pléthorique et tout ça, c'est vraiment sympa. Plus on est de fous, plus on rit, on va dire. Mais non, je pense que c'est intéressant pour l'œil, pour l'offre. En revanche, je trouve que ça galvaude un peu parfois le marché, l'idée qu'on se fait de tout ça. Et alors là, je vais être un petit peu sévère, mais ça nivelle un peu par le bas parfois, parce qu'en fait, il y a une culture qui se perd. On s'improvise un peu marchand, on s'improvise ce qu'on veut, en fait. Et je pense que les gens, par exemple, de la food ou de la fashion ont le même regard là-dessus. C'est-à-dire que les gens s'improvisent un peu ce qu'ils veulent et la culture est un peu délitée. C'est-à-dire que maintenant, on voit un vocabulaire Instagram, par exemple, on parle d'un fauteuil vintage. Mais c'est quoi un fauteuil vintage ? Il a 10 ans, il a 20 ans, il a 100 ans. En fait, il y a une culture qui n'est pas très précise. C'est un peu dommage. Je trouve que c'est quand même sympa de reconnaître un pied Louis XVI d'un pied Louis XV, un montage d'ébénisterie ou de savoir ce qu'on vend, surtout. C'est important par rapport aux clients d'expliquer une provenance, un matériau, un montage. Ça, c'est un peu dommage, ouais. Et puis, je trouve qu'il y a plein d'anecdotes autour de l'histoire des meubles, donc c'est sympa de les connaître. Sur un fauteuil Louis XV, que les accoudoirs soient repoussés pour laisser passer les jupes des femmes, tout ça. C'est même pas de la culture en tant que telle, c'est juste de savoir ce qu'on vend, d'avoir les anecdotes qui vont avec, c'est plutôt rigolo. Parce que, bon, quand même, la déco, c'est un vaste terrain de jeu. Donc voilà, je trouve qu'il y a ce côté de tout est vintage, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je comprends toujours pas ce mot. Tout est rétro, vintage. Je trouve ça un peu dommage. Alors oui, c'est bien qu'il y ait toute cette offre très vaste. Ça permet beaucoup de choses. Mais le revers de la médaille, c'est un peu ça. C'est un peu ce flou artistique autour de la marchandise. On ne sait pas trop ce qu'on achète, on ne sait pas trop ce qu'on vend. C'est un peu dommage. Toi, d'où ça te vient, justement, cette culture ? Comment tu as appris les détails, les époques
Alors, clairement sur le terrain, vraiment clairement sur le terrain. Alors, j'ai pas du tout d'ADN familial de la décoration. Il n'y a pas un atavisme là-dessus, j'ai pas du tout ce truc-là. J'ai toujours adoré ça, je m'y suis toujours intéressée. Et puis après, la passion a fait que je m'y suis intéressée de plus en plus. Et après, c'est en voyant les meubles, en les touchant, en faisant des erreurs parfois, bien sûr, et surtout en faisant des erreurs, en achetant des choses qu'on croit anciennes qui ne le sont pas. On apprend beaucoup de ces erreurs. J'ai eu la chance, pendant ces 15 années au Puce, de côtoyer des gens très initiés, très cultivés, qui m'ont transmis des connaissances. Donc ça, la transmission, c'est quelque chose d'essentiel. Puis, surtout, de voir la marchandise, vraiment, c'est ça, quoi. C'est de la voir passer, de comprendre comment c'est fait, et de comprendre les provenances, de comprendre les époques. Et puis après, ça a été relayé par l'intérêt que j'avais à tout ça, d'aller voir dans des bouquins, dans des magazines, des émissions, etc. Alors, sur le site de Nomibi, c'est écrit, je le souligne parce que ça m'amuse et je voudrais comprendre, antiquité et excentricité. Alors, ça veut dire quoi, excentricité ? Je crois que c'est un petit peu pour souligner la liberté que je veux garder dans ce métier et un petit peu pour dépoussiérer le côté antiquité, plus classique, on va dire, et pour souligner que je ne m'interdis absolument rien dans ce métier, en termes de choix et de goût. Et les excentricités, ce seraient plutôt des objets un petit peu singuliers, des objets de hasard, des objets un petit peu incongrus parfois, peu importe l'époque, peu importe la provenance, pourvu qu'ils me plaisent, qu'ils me paraissent intéressants. Voilà, c'est pour un petit peu dépoussiérer, on va dire. Alors, où tu trouves ces meubles et objets ? Parce que moi, si je cherche des choses à chiner, je sais où je vais, mais toi, tu vas où ? Alors, c'est le secret. Oui, non, mais est-ce que c'est secret, justement ? Non, ça l'a été, mais ça l'est plus du tout. Ça l'a été à une époque où il n'y avait pas de grands rassemblements de déballage, etc., où les marchands, les antiquaires allaient chez les gens lors de successions, etc. Ça l'a été, en effet. De là vient cette grande confidentialité, pardon. Aujourd'hui, moi, la plus grande part de mon approvisionnement se fait sur ce qu'on appelle les déballages professionnels. Ce sont de grands rassemblements qui ont lieu partout en France, à échéance régulière. Et il y a 1000 camions qui arrivent, dont les portes sont fermées. Et à 8h du matin, les portes s'ouvrent. Et c'est la foire d'empoigne, la chasse au trésor. Et ça va très très vite. C'est une grosse montée d'adrénaline. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Et voilà, c'est un peu le Rungis de l'Antiquité, je dirais. Voilà, alors il y en a partout. Il y en a à Montpellier, il y en a à Metz, il y en a à Chartres. Enfin voilà, c'est la plus grande partie de l'approvisionnement. Et puis aussi un petit peu les salles de vente, les ventes aux enchères, bien sûr. Et puis aussi, on a des chineurs aussi qui nous proposent des choses. Voilà, dans l'ensemble, ce sont les trois principales sources d'approvisionnement. En revanche, tout ce qui est vide-grenier, tout ça, on ne fait pas du tout. Pas parce qu'on n'aime pas, mais en fait, c'est pour nous une perte de temps. C'est pas assez efficace pour le volume dont on a besoin. Oui, d'accord. Et comment tu les choisis, toi ? Tu t'es fixé un style, une époque de prédilection ? Alors, pas du tout. J'aime beaucoup trop de choses, à vrai dire, pour pouvoir faire ça. J'ai vraiment toujours cette boulimie de déco. J'aime énormément de choses et en même temps, je sais dire exactement ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Pas pour des raisons précises, mais en fait, à l'œil, je sais tout de suite si j'aime ou si j'aime pas, si ça me paraît intéressant ou pas. Donc, je ne me fixe absolument rien, ni aucun style, ni aucune époque, ni aucune limite de quoi que ce soit. C'est vraiment la sensibilité qui parle, vraiment. Et puis, c'est aussi, est-ce que ça va être bien dans ma maison ? Est-ce que ça va avoir un sens ? Est-ce que ça va évoquer quelque chose ? Voilà, j'aime vraiment toutes les époques. J'aime particulièrement, on va dire, la deuxième moitié du XVIIIe siècle, à partir de l'époque transition, bien sûr, Louis XVI, j'adore. Et j'aime vraiment beaucoup la période de la toute fin du XVIIIe, qui est à cheval sur le début du XIXe, qui est la période directoire, qui dure peine plus d'une dizaine d'années, qui est je trouve très intéressante. Tout le 19e, j'aime beaucoup, de l'Empire jusqu'à Napoléon III, je trouve ça très très intéressant et très différent.
Après, en revanche, je n'aime pas du tout le tout début du XXe, toute cette période Belle Époque, Art Nouveau. C'est vraiment quelque chose qui me parle pas du tout. Tous les galets, Majorelle et tout ça, là. J'aime pas. Vraiment, j'aime pas ça. Après, je recommence à aimer, à partir des années 40, des décorateurs des années 40, très chic, très élégants. Et après, le design 50-80, on va dire, avec parcimonie, parce que j'aime pas trop le total look, mais j'aime aussi, voilà. Donc il y a très peu de choses que j'aime pas en fait. Donc je ne me fixe pas de limite. Ah oui, d'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a comment je dirais, un meuble ou un objet, genre une obsession, tu parlais de la période directoire que tu aimes beaucoup, que tu pourrais acheter 15 fois? Alors, en 15 exemplaires. Ouais. En fait, c'est pas possible parce que c'est quand même des objets uniques déjà pour commencer. Donc non. Et puis j'aime pas particulièrement acheter les mêmes choses ou le même genre de choses. Bon, j'ai une inclinaison particulière pour les miroirs et les canapés, je dois dire quand même. Mais alors après de styles très très différents, peu importe, faut qu'ils me plaisent. Mais non, je pas du tout de sens de la répétition. Alors, j'ai une question sur les prix que je osais te demander. Comment sont fixés les prix? Pourquoi souvent, chez les antiquaires, justement, les prix ne sont pas forcément affichés? Alors, ils ne sont pas affichés. Ça, c'est historique aussi. C'était donc à l'époque où les marchands ne voulaient pas, enfin, c'était un peu une déontologie, une éthique par rapport à ça, ne pas partager la connaissance des choses. Et d'ailleurs, ça se voit encore maintenant chez les marchands plus anciens, sur un déballage, quand un fauteuil est vendu, enfin, une chose est vendue, on la recouvre d'une couverture pour ne pas que ce soit vu, qu'on ne sache pas d'où ça vient, combien ça a pu coûter, qui l'a acheté. Il y a toujours un petit peu ce mystère qui perdure, de moins en moins, mais voilà. Et donc, à l'époque de ces marchands, ces gens-là ne voulaient pas affranchir, voulaient pas transmettre leurs connaissances, justement. Et c'est aussi la deuxième raison, donc en fait c'était par rapport à leurs concurrents aussi, et par rapport aussi aux particuliers, parce que le particulier qui n'était pas initié, en fait, qui n'avait pas cette connaissance, pouvait penser qu'il avait le même fauteuil chez lui, alors que c'était pas du tout le même. On sait tous qu'une montre Cartier, ça coûte pas le même prix qu'une montre Swatch, et un fauteuil, c'est pas le même qu'un fauteuil du 18e, c'est pas le même prix qu'un fauteuil des années 30, ou tout ça est très variable. Et en fait, quand on a des boutiques, on se rend compte que les gens viennent nous voir en disant, ça coûte combien ça? Ça coûte, je sais pas, 200 €. Ah, mais ma grande-tante a le même. Et en fait, quand on voit le fauteuil de la grande-tante, c'est pas du tout le même. En fait, et après, c'est très pernicieux parce que les gens pensent que le brocanteur est un escroc puisqu'il vous a dit un prix et qu'en fait, pensant que vous aviez le même à la maison, mais en fait, pas du tout. Donc tout ça vient de cette confusion et de cette histoire, en fait. Il y a deux facteurs, je pense, qui... voilà. Bon, c'est plus très vrai maintenant, les prix sont beaucoup plus affichés maintenant, voilà. Et puis, voilà. Et est-ce qu'il y en a une grosse marge de négo ou pas? Alors, chez nous, non, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est de la vente en ligne et parce qu'on n'est pas en face des gens, déjà. Et puis parce qu'on tient à proposer des choses vraiment quotidiennement, avec un turnover important. Et donc, on essaie de vraiment ajuster les prix, d'avoir vraiment des prix raisonnables, adaptés et ajustés. Donc non. Tu parlais tout à l'heure de tendances. Il y a des tendances dans l'ancien? Oui, bien sûr, il y a des tendances dans l'ancien et dans la décoration en général, comme il y a des tendances dans la mode, ça c'est évident. Et je pense qu'on les voit nettement et dans les magazines, et sur les réseaux sociaux, et dans les boutiques. Non, je pense que ça c'est très... Alors, quelles sont-elles les tendances pour toi? Alors, on a quand même cette tendance qui perdure des années 50, du design depuis maintenant bien longtemps. Et puis aussi, on revient à des choses où... Je pense que les gens veulent pas mal en ce moment un peu élargir le spectre avec une marchandise de charme qui revient, un cabinet de curiosité, un mélange de choses, un mélange d'anciens et de contemporains. Pas mal d'ambiances comme ça, un petit peu plus chatoyantes, un peu plus diversifiées, moins formatées, j'ai l'impression. Et c'est tant mieux, c'est plutôt sympa. Mais après, par exemple, on a eu toute cette mode aussi des meubles peints et repeints, repatinés. Bon, ça, plus personne n'en veut, ou très peu, c'est un petit peu en voie de perdition. Mais oui, il y a très nettement des tendances. Il y a eu toute cette époque du rotin, là, et donc on est encore un petit peu dedans, voilà. C'est pas forcément facile, quand même, de mixer l'ancien et le contemporain. Comment, toi, ton conseil pour réussir ces associations? À quoi faut être vigilant ou à quoi il faut... comment faire? Alors, je trouve que c'est super de mixer les choses, l'ancien, le contemporain, les couleurs, les époques, les styles, les provenances.
Je pense qu'il faut surtout, c'est l'instinct, c'est à sa sensibilité, vraiment, vraiment. Il ne faut pas hésiter à chiner un objet ou acheter un objet, être un peu joueur et se dire que peut-être ça va avoir des conséquences et qu'on va peut-être changer autre chose chez soi, que ça va embarquer vers autre chose. Je pense qu'il faut se laisser aller, s'écouter. Je pense qu'il faut jamais perdre de vue que son intérieur, c'est le prolongement de soi. Et qu'il ne faut pas être schizophrène, donc il ne faut pas essayer de s'accaparer le goût des autres. Et puis, je pense qu'il faut vraiment avoir avoir un œil vraiment toujours ouvert. Mais surtout, alors pour moi, la limite de tout ça, l'écueil vraiment à éviter, c'est la copie, c'est la contrefaçon. Donc, acheter ce qu'on veut, c'est super. Mais par exemple, si on a envie d'une chaise IMS et qu'on n'en a pas les moyens, il ne faut pas aller acheter la contrefaçon. Il y a plein d'offres, il y a plein de choses, il y a plein de chaises des années 50, 60, de la même période que cette chaise, en l'occurrence, rigolote, intéressante, à moindre prix. Je pense que l'écueil, il est là, c'est la contrefaçon. C'est vraiment la limite pour moi à ne pas dépasser. Je pense qu'on peut trouver tellement de choses sympas. La contrefaçon, tu veux dire du neuf ? Ah non, c'est pas du neuf, non. Pour le neuf, ça peut être de l'édition, de la réédition. Donc ça, c'est tout à fait, c'est super. Quand je parle de la copie ou de la contrefaçon, c'est du faux. Vraiment de la... Donc on connaît tous le tarif d'une chaise IMS. Je prends un exemple un peu... comme ça iconique, mais on trouve des fausses chaises IMS en plastique de rien à 3 francs 6 sous. Ça, c'est non. Enfin, il faut quand même respecter le travail des créateurs, c'est essentiel. Et des créateurs et des fabricants, et voilà. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'écueil. Et comment on adapte l'ancien dans une déco d'aujourd'hui ? Parce que tu vois, par exemple, je suis focus sur ta période directoire, mais on trouve j'en sais rien, un petit meuble et on se dit, oh, non, j'ai une déco qui est plutôt contemporaine. Comment on adapte ça ? Faut pas se dire non, faut se dire on essaie, on voit si ça matche ou pas, si ça nous convient ou pas simplement. Faut pas se refuser les choses, faut vraiment essayer. Je pense que ça tient juste à ça. Après, est-ce que il peut y avoir des couleurs qui jurent, des matières qui jurent, il y a aussi des styles qui peuvent jurer, mais en fait c'est à l'appréhension de chacun, quoi, je pense. Ouais. Et comment bien chiner dans l'absolu ? Faut plutôt réfléchir, faut que ce soit spontané. Alors, faut pas réfléchir, non, surtout pas. C'est vraiment, je pense que s'il y a une chose à faire, c'est plutôt à avoir, c'est la patience, parce que ça prend du temps, on trouve pas toujours, c'est très aléatoire. Mais comme je disais tout à l'heure, faut vraiment se laisser aller, faut se laisser embarquer, quoi. Vraiment, c'est quitte à changer des choses après, à avoir de nouvelles histoires chez soi, à changer un petit peu de décor. Mais faut y aller petit à petit, et faut rien se refuser, faut acheter du neuf, faut chiner, et pas hésiter à mélanger, vraiment. Ouais. Comment t'expliques, toi, cet engouement général est quand même phénoménal pour la Chine ? Aujourd'hui, tout le monde a envie d'avoir un intérieur, justement, un peu contemporain, mais avec des meubles anciens. Ouais, c'est vrai que tout le monde a envie de ce supplément d'âme. Alors, je pense qu'il participe d'une prise de conscience qui est en marche vraiment, et c'est super. C'est une nouvelle façon de consommer, une façon plus raisonnée, plus raisonnable. On refuse la fast fashion comme on refuse la fast déco parce qu'elle existe aussi, on en parle moins, mais elle est réellement là. C'est de refuser tout ça, c'est de vouloir des choses plus pérennes, plus qualitatives, peut-être acheter moins, et puis dans cette idée du recyclage, de réutiliser. Donc évidemment, l'objet ancien, il est complètement là, fait pour ça, et c'est super. Et puis, je trouve que ce qui est génial, c'est de se dire que on peut acheter même des objets abîmés, ne pas les mettre à la poubelle, et ça va faire, on va aider des métiers qui sont parfois un petit peu en perdition, un peu mourants. Tous ces artisans d'art, les doreurs, les bronziers, les miroitiers, tous les artisans de la lustrerie, alors bien sûr les ébénistes et les tapissiers, les encadreurs. Et donc en fait d'acheter l'ancien, ça permet aussi de supporter, d'encourager ces métiers qui reviennent un petit peu au goût du jour et qui permettent aussi pour une jeune génération d'avoir des perspectives. Je trouve que c'est super de se dire qu'on peut faire réparer et ne pas jeter, qu'on peut accepter les défauts, parce que les meubles anciens ont les défauts de leur âge. Je trouve que c'est super intéressant. Et c'est super intéressant
qu'on consomme dans cette perspective et qu'on refuse aussi parfois la grande distribution dans la déco, bien sûr. Et est-ce que pour toi, le confinement, la crise sanitaire a joué un rôle aussi ? Bien sûr, oui. Alors, ça a été très étonnant, passer la panique du premier jour. Contre toute attente, on a bien travaillé pendant ces périodes très étranges. En fait, les gens se sont retrouvés chez eux. Et je pense que les activités favorites ont été de cuisiner, de décorer, enfin de faire des travaux ou de décorer chez soi. Et les gens ont retrouvé leur cocon, avec parfois plein d'angoisse, plein de conséquences bien sûr. Mais il y a eu une façon de se recentrer, vraiment. Et alors nous, on a rencontré un problème d'approvisionnement, évidemment, puisqu'on n'a pas pu chiner comme on voulait. Mais je pense que les gens se sont réappropriés leur intérieur, avec beaucoup quand même de joie, même si c'était difficile pour certaines choses. Mais ça a été très important, et ça a changé pas mal la donne. Et en plus, les gens ont acheté en ligne, puisqu'on ne pouvait pas sortir, et ont appris aussi à choisir, à sélectionner en ligne, à consommer aussi différemment et à faire des choix. Alors, en parlant d'en ligne, toi, tu es beaucoup sur Instagram. C'est un outil de travail ? C'est clairement un outil de travail, oui. C'est clairement un outil de travail. C'est ma boutique, en fait. C'est ma vitrine, c'est ma boutique. Donc bien sûr, j'y passe du temps. Bien sûr que je mets en scène les choses. Je passe le temps à faire les photos, à réfléchir à ce que je propose, à discuter aussi avec les gens, à échanger, à partager par message, par mail. Donc oui, bien sûr, ça me prend du temps. On peut te dire sur Instagram, tiens, ce meuble-là, je le veux, ou il faut passer par le site ? Peu importe. En fait, j'ai tenu à avoir vraiment le site en parallèle, qui est comme un relais d'Instagram, puisqu'à Instagram, je propose une photo et puis des détails en story. Mais je trouve que le site, ça assoit vraiment les choses, puisqu'on notifie, on mentionne les dimensions, la provenance, les défauts éventuels, etc. Parce que ça, c'est très important d'avoir cette rigueur-là, et parce qu'on travaille vraiment en confiance, puisqu'on n'a pas de rapport physique avec la clientèle. Et justement, sur le meuble ancien, qui a forcément des défauts, c'est très important d'être précis là-dessus, parce que c'est comme la douleur, on n'a pas le même seuil de tolérance, en fait, aux défauts. Quelque chose qui peut nous sembler impossible peut paraître 3 fois rien pour quelqu'un d'autre. Donc j'ai une grande rigueur là-dessus pour informer les gens. Mais voilà, donc ça se passe comme ça. Donc on discute sur Instagram en MP ou par mail via le site, peu importe, comme les gens préfèrent, en fait. Oui. Tu mets en scène les produits que tu vends, c'est vraiment une super idée. Souvent, on voyait les meubles un peu sur un fond blanc ou sur un parking ou j'en sais rien, là où était fait peut-être le déballage. Comment est venue cette idée ? Alors ça s'est fait justement au bout de ces 15 ans de Saint-Ouen, cette envie vraiment de travailler différemment et de montrer un art de vivre vraiment global, avec du détail, avec pas seulement poser un meuble et avoir un jour 3 canapés dans un même endroit. Ça n'avait plus beaucoup de sens pour nous. On avait envie de proposer des ambiances, des univers, et on s'est même demandé à un moment donné de prendre un lieu, un appartement, de louer un lieu comme un showroom maison pour y recevoir la clientèle. Et puis, en fait, dans le même temps, Instagram est arrivé. Et en fait, j'ai commencé à faire des mises en scène je raccourcis un petit peu l'histoire, et je me suis dit, en fait, on va travailler de chez nous. En fait, c'est encore la meilleure solution, parce qu'on va montrer aux gens qu'on y vit, en fait, et que voilà, il n'y a pas de clivage, et que c'est in situ, c'est, voilà, on y mange, on y dort, on se lave, là, on fait tout, là, et on propose notre marchandise dans le même endroit. Oui, et puis ça donne vraiment un contexte, en fait, au produit. Oui, ça donne un contexte, et le contexte, il est souvent différent parce que le turnover fait qu'on change d'ambiance, qu'on change de décor. Mais toi, tu changes de décor tous les 3 jours, j'ai l'impression. Alors, il y a des choses un petit peu immuables à la maison. C'est vrai qu'il peut arriver qu'on n'ait plus de canapé pour boire l'apéro, ça peut arriver. On prend 3 tabourets et puis voilà. On change de décor. Par exemple, notre table de cuisine qu'on nous a souvent demandé, ça ne bouge pas. Il y a quand même un petit peu des choses immuables, donc, dans la chambre des enfants aussi, évidemment. Mais non, j'aime bien cette idée de changer de décor. Tous les 2 ans, comme je fais des trous dans les murs sans cesse pour accrocher des cadres, on repeint, on change de couleur. Non, c'est assez rigolo. Et ça te prend du temps ?
de faire toutes ces jolies photos qui justement ça nous me donnent prend envie? du temps. Ouais, c'est beaucoup de temps, parce qu'en fait, faut pas croire, mais c'est jamais forcément très bien rangé chez moi. Donc, faut que dans le cadre, ce soit nickel. Oui, ça me prend du temps. Et puis parce que j'adore ça, en fait, je peux mettre un bouquet de fleurs et puis non l'enlever et puis le mettre 2 centimètres plus loin. Et puis, bon voilà, en fait, je prends beaucoup de plaisir à ça. Donc, Combien de photos tu fais, par exemple, pour obtenir la bonne? On va dire que, en fait, entre le site et Instagram, je vais proposer une vingtaine de photos. Une dizaine, une quinzaine de photos. Je en prends le double. Voilà. Bon, maintenant, ça va plus vite que quand j'ai commencé, évidemment. Mais parce que je sais quel angle je veux donner. Et puis surtout, je veux qu'il y ait une véracité sur l'objet ou le meuble. Donc, jamais de filtre, évidemment, pour voir la couleur réelle, le matériau, pour que ce soit le plus vrai possible, vraiment, quoi. Donc voilà. Et le fait que ce soit chez toi, c'est du coup très lié quand même à ta vie perso d'une certaine manière. Est-ce que tu arrives à décrocher? Comment tu t'organises? En fait, non, on décroche pas. Non, on décroche jamais, on a toujours un peu la tête dans le guidon. Mais en fait, on aime ça, donc ça nous dérange pas. C'est un peu le luxe de vivre de sa passion, c'est ça. C'est qu'en fait, notre loisir favori, c'est de chiner. Donc on vit dedans, on en parle tout le temps. Non, on décroche jamais, on part en vacances, on va chiner. Bon, voilà, on vit là-dedans, on parle de ça, on échange, voilà. Ouais. Et alors sur Instagram, ce qu'on peut reprocher parfois un genre d'uniformité, je dirais, qui est quand même, toi, l'inverse de ta philosophie, non? Moi, j'aime pas beaucoup les choses très formatées. Mais après, je n'aime pas non plus forcément l'originalité à tout prix. C'est pas quelque chose que je recherche ou que je décréterais. Donc, je fais vraiment ce que j'aime. J'ai des ambiances que j'ai envie de donner, des choses qui me parlent. Ouais, en effet, c'est vrai qu'il y a des choses qui se répètent sur Instagram, mais bon, voilà, c'est les tendances. Après, c'est comme ça, j'ai envie de dire, c'est pas très grave, mais bon, on est tous influencés par tout ça, c'est normal. Mais après, on peut aller piocher plus ou moins dans ces tendances. Et c'est vrai que c'est quand même bien de quand même réfléchir à ce qu'on est réellement pour pouvoir développer sa propre personnalité plutôt que s'accaparer celle des autres, vraiment. Tu parlais au tout début de nom de marque. Nomibis, c'est une marque, en fait. Alors, c'est pas déposé comme marque, mais c'est vrai que depuis qu'on a mis ce nom, c'est devenu un peu une entité comme ça. Mais après, au sens juridique du terme, c'est pas déposé. Ouais, parce que tu es vendu au bon marché, par exemple, avec d'autres marques. Tout à fait. Comment ça s'est passé, cette rencontre ? Alors, ça s'est passé il y a quelques années, grâce à Alix Derenis, que je salue. Salut Alix. Il y a quelques années, Alix m'a contactée pour un corner qui avait lieu au moment des fêtes de fin d'année, qu'elle partageait avec Antoinette Poisson, autre marque que je salue aussi. Et puis, à ce moment-là, il était question de proposer, moi, du mobilier qui viendrait supporter les créations des uns et des autres, proposer la vaisselle, proposer toute leur création, de donner un décor à tout ça, et puis de proposer aussi, par rapport à la vaisselle d'Alix, des couverts en métal argenté ou en argent, de venir donner un petit plus à tout ça. Et donc on s'est organisé, j'ai accepté avec grand plaisir. Et puis voilà, ça a perduré, tout ça s'est très bien passé, dans la joie et la bonne humeur. Et puis c'est vrai qu'on a des marques qui se parlent plutôt bien. Et donc ça a été un corner, un deuxième, un plus grand espace. Enfin bref, on a continué à collaborer comme ça. Et aujourd'hui, on est donc on a la chance d'avoir un très grand espace au bon marché, au deuxième étage de la maison. Et ça fait un bel univers, je trouve. Et tu as d'autres projets ? On peut en parler ? Oui, j'ai toujours des projets. J'ai plein de projets. Alors, pas mal d'entre eux ont été vraiment grandement ralentis à cause du virus. Donc, j'aime pas parler des projets tant qu'ils sont pas aboutis. Donc voilà. Il y a eu les collabs avec Ondine. Peut-être qu'on en refera. On continue donc au Bon Marché. J'ai un projet de papier peint avec la maison Pierre Fray. Et donc, je suis très, très honorée. J'adore cette maison. Voilà, plein de petites choses comme ça au coup par coup. Et puis encore une ligne de coussins aussi avec des tissus anciens, des tissus chinés, plein de petits projets comme ça de droite de gauche et des projets un peu plus importants, mais je vous dis assez ralentis. Ah ouais, j'imagine. Et tu es aussi décoratrice ? Tu as des chantiers en fait ou
Alors, j'en ai fait beaucoup des chantiers. J'en fais de moins en moins parce que c'est beaucoup de temps. Et puis, j'ai pris le parti vraiment d'axer mon activité sur ce que je préfère, c'est-à-dire chiner, vraiment. C'est vraiment le cœur de mon métier, c'est ça, par choix, vraiment. Les chantiers, j'en ai 2 en ce moment. Alors, je les fais avec plaisir, mais j'en fais peu parce que c'est vraiment beaucoup de temps. C'est très chronophage. Alors, je fais plus du tout la maîtrise d'œuvre et tout ça parce que j'en ai pas le temps. J'interviens vraiment pour la mise en forme, la mise en décoration en fait, le choix des meubles, des couleurs, etc. Je le fais avec plaisir, mais gérer les artisans et tout ça, c'est super sympa, mais il faut y être tous les jours et j'ai vraiment pas le temps de le faire. Donc voilà, j'ai vraiment mis un peu la pédale douce là-dessus. Ouais. Toi, tu changes souvent ta déco, du coup, chez toi ? Oui, je la change souvent parce que j'ai toujours des envies irrépressibles d'un moment à l'autre. Alors, je la change de fait professionnellement pour proposer des choses, bien sûr. Et puis, je la change aussi par goût et par envie perso. Et est-ce que tu achètes du neuf ? J'achète du neuf, oui, bien sûr, j'achète du neuf. C'est dans ce sens-là que tout à l'heure, je te disais que je ne me limite pas, enfin, je ne me refuse rien. J'achète du neuf, j'ai des coups de cœur pour plein de choses, pour des créateurs, pour des choses contemporaines, et que je mélange avec l'ancien. On parlait de prix tout à l'heure. Est-ce que pour toi, la déco, ça peut être aussi une question de budget ? Avoir une jolie déco, non ? Pas du tout. Alors, vraiment pas du tout. Je trouve qu'il y a vraiment des choses, mais pour tous les budgets. On peut trouver des choses magnifiques en chinant vraiment à 3 fois rien. C'est un peu la règle et c'est un peu ce qui est excitant aussi, évidemment. Non, vraiment, je trouve que ce soit la mode, que ce soit la déco, je trouve que c'est vraiment une question de goût, d'envie, de persévérance parfois, bien sûr, mais certainement pas de budget. Pas du tout. Ça, c'est vraiment une idée que je refuse complètement et je trouve qu'elle est complètement fausse. Ouais, et tu viens de prononcer le mot goût. Alors, j'ai toujours cette question un peu cliché, mais les réponses sont toujours très différentes. C'est quoi le bon goût pour toi ? Le bon goût, je pense que c'est vraiment une harmonie. Trouver une harmonie, de surtout pas vouloir s'accaparer le goût des autres, justement. C'est l'harmonie, c'est vraiment d'avoir digéré ce qu'on est pour pouvoir le transmettre dans un intérieur. Donc voilà. C'est aussi, je pense, un grand sens du détail, c'est-à-dire pour avoir des intérieurs qui soient habités, donc pas déguisés. C'est tout ça. Après, l'harmonie, chacun trouve la sienne, donc ça peut être très vaste, le bon goût. Mais c'est surtout ça, ouais. C'est une harmonie. Le mauvais goût ? Le mauvais goût, c'est justement quand il n'y a pas d'harmonie, je dirais. Quand vraiment, justement, on a essayé de piocher un goût à gauche, un goût à droite, et qu'en fait, ça ne matche pas, quoi. Ouais. Mais je pense que les codes du bon goût ancestraux, ils sont complètement dépassés. Il faut absolument 3 couleurs, il faut telle longueur de rideau, tout ça. Bon, après, il y a des choses à éviter. Les rideaux trop courts, évidemment, ça ne le fait pas. Mais non, je pense que c'est vraiment cette idée de l'harmonie, de la grâce, du truc qui devient naturel parce qu'il a été bien digéré. Quelle est la dernière trouvaille qui t'a tapé dans l'œil ? Alors c'est hyper difficile parce que j'ai un engouement perpétuel pour les choses. Cette boulimie, je suis envahie par je suis souvent en extase devant les choses, même après 20 ans de métier. Alors si j'ai acheté, là, j'adore ça, je trouve ça très rigolo et très intéressant. J'ai acheté 2 grands panneaux de fêtes foraines. Alors ça peut être justement une excentricité, on en parlait tout à l'heure, c'est pas forcément de l'antiquité au sens premier du truc. 2 grands panneaux de fêtes foraines lumineux, avec dans l'esprit des néons en fait, avec plein de petites ampoules de couleurs. Ça a un côté très joyeux, ça a un côté alors ça date des années 50-60. C'est un peu très Coney Island et tout ça. J'adore l'univers de la fête foraine, du cirque et tout ça. Ça me transporte totalement. Et je trouve ça vraiment marrant. Je serais pas loin d'en garder un pour chez moi. Ah oui. Ouais. Oui, est-ce que tu gardes beaucoup de choses chez toi ? Comme tu prends ces photos chez toi, ça peut te donner envie de garder tout ça. Alors, je garde beaucoup, mais un certain temps, en fait. Je garde et puis un objet vient en remplacer un autre. C'est ça qui est super dans ce métier, c'est qu'à un moment donné, je peux être persuadée que je le garderai à vie parce que vraiment, je trouve ça sublime. Et puis, en fait, un autre vient remplacer que je trouve encore plus sublime. Et donc, voilà. Alors, ça peut durer 2 semaines, ça peut durer 1 an, il y a pas de règle du tout. Mais j'ai quand même toujours un grand attachement aux objets, bien sûr. Je me suis pas du tout blasée par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un meuble ou un objet dont tu rêves, que t'as pas trouvé encore depuis toutes ces années ? Alors, il y a des choses, il y a parfois que je peux regretter d'avoir vendu, que j'ai pas forcément retrouvé, ou qui me font fantasmer à nouveau, en fait.
Bah justement, parlant de choses foraines, j'avais acheté un miroir déformant, un miroir de fête foraine déformant 19e qui était très très beau. Et ça fait partie des choses que j'adore. Et donc, j'aimerais bien en retrouver un pour chez moi. Ouais. Voilà. Juste petit point famille, tes enfants vivent du coup dans un décor qui est plutôt très léché, je dirais. Est-ce qu'ils ont développé une appétence particulière pour la déco ou pas du tout Alors, mes enfants, ils sont grands, ils ont 22 ans et 18 ans, donc ils sont nés dans ces univers changeants et un peu léchés, comme vous le dites. Après... Donc, ils ont été familiarisés avec ça très tôt. Ils ont une sensibilité à ça, bien sûr. Ça n'a pas toujours été forcément facile, dans le sens où on a été un peu des staccanovistes du truc et on leur a interdit beaucoup de choses dans leur chambre. Donc, les posters ou les choses de grande distribution, on n'a jamais été très cool avec ça. Puis aussi, quand ils avaient des petits copains et petites copines qui venaient à la maison, on voyait qu'ils avaient un peu honte parce que c'était quand même bien poussiéreux, tout ça. Il y avait plein de vieilleries, alors que chez les copains, c'était quand même un peu plutôt minimaliste, plutôt contemporain. Donc, ils n'ont pas forcément assumé ça toujours. Et puis, avec le temps, ils ont assumé très, très bien. Et puis, ils ont aimé l'assumer même. Et ils ont eu une certaine fierté aussi quand les copains disaient « Oh là là, c'est beau chez toi » et tout ça. Donc, bon, c'est quand même plutôt sympa. Et maintenant, ils sont très sensibles au lieu, très sensibles à la déco, évidemment. Il y a un fils qui s'oriente vers des études d'archi d'intérieur, d'ailleurs. Ma fille fait des études très différentes, mais elle s'est fait un petit cocon chez elle à Paris, qui est super mignon. Donc non, ils sont très sensibles à tout ça, ouais. Mais bon, faut pas croire que ce soit trop léché non plus, hein, chez nous, hein, parce que c'est sur la photo que c'est léché. Oui, l'envers du décor est un peu différent. On est très sensible aux détails. Moi, je suis capable d'être une grande malade du détail, d'avoir des tiroirs où il faut que ce soit beau à l'intérieur parce que sinon ça me dérange. Je peux acheter des carottes et laisser des fades pour que ce soit joli dans mon frigo, hein, mais je ne suis pas folle, vous savez. mais à côté de ça, ça peut être un vaste bordel. C'est pas du tout. Voilà, il y a un fouillis de toute façon, mais qu'on voit pas forcément en photo. Ouais. Oui, tu dis ta fille est à Paris, on ne l'a pas précisé, mais toi tu n'es pas à Paris, tu es à Reims. On vit à Reims, oui. On vit à Reims et on boit du champagne. Et travailler en couple, c'est un sujet ou pas ? Alors ça l'a été, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Moi j'ai commencé ce métier toute seule quelques années. Et puis mon mari est venu rejoindre l'aventure, il faisait autre chose. Et donc ça a été un questionnement, évidemment, un questionnement de couple, un questionnement de famille à un moment donné. Et puis quand la décision a été prise, ça n'a plus été un sujet, parce que depuis maintenant... 20 ans, moi, et 15 ans avec mon mari. On travaille ensemble et on est plutôt complémentaires. Voilà. Alors, bien sûr, c'est un peu du 24/24, mais on fait des choses différentes et puis chacun a trouvé sa place. Et puis, ça fait quand même 30 ans qu'on est ensemble, donc on se connaît un petit peu. Et voilà, c'est plus du tout un sujet parce qu'en fait, chacun a pu trouver sa place. Mon mari, quelle place, justement, ouais. Alors, Pascal, il est vraiment plutôt en off et il adore ça. Il adore bricoler dans son atelier. Alors, il répare beaucoup les choses. Il organise aussi toute la logistique, la compta aussi, bien sûr. Et ça me va bien qu'il s'occupe de ça. Mais il adore bricoler et donc s'occuper de ces petites pièces, de ces pièces détachées, de faire de l'électricité, tout ça. Bon, après, on travaille aussi avec des artisans parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire. Tout ce qui est ébéniste, etc. Mais il fait beaucoup de choses. Il aime beaucoup ça et voilà. Ah oui, vous repassez beaucoup en fait sur les meubles et objets que oui. vous achetez ? Alors c'est un choix vraiment de pouvoir proposer des choses en bon état, enfin soit qui sont en bon état d'origine, soit qui auraient eu des défauts un petit peu trop marqués et pas acceptables. Donc là on les fait restaurer et on travaille beaucoup avec les artisans, encadreurs d'horreur, ébénistes, tapissiers, et on aime beaucoup ça, ce rapport-là, ce rapport de collaboration avec les artisans et les artisans d'art. Ok. Eh ben merci beaucoup Fabienne, c'était très intéressant d'échanger sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À bientôt. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast,
Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.